Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 24 janvier 2022. C'est une nouvelle semaine qui commence avec une semaine précédente qui aurait été la pire depuis plusieurs mois, hein. Donc les marchés européens ont clôturé vendredi dans le rouge. Le DAX a perdu environ 2%, tiré par le bas, notamment par les constructeurs automobiles et les banques. Les valeurs énergétiques ont aussi été sous pression vendredi, étant donné que les prix du pétrole brut ont chuté par rapport aux récents sommets, des sommets qui dataient de 7 ans. Le Nasdaq, lui, a connu sa pire semaine depuis octobre 2020. Le poids lourd de la technologie a chuté de plus de 10% maintenant, hein. Donc on est réellement en territoire de correction. Le S&P 500, lui, limite quelque peu, hein, les baisses par rapport au Nasdaq, des baisses qui sont aux alentours des 8%. Le Dow Jones, lui, est celui qui s'en tire le mieux, mais les baisses sont quand même conséquentes. On notera que on a tout de même une troisième semaine consécutive de baisse, que ce soit pour le S&P 500 ou pour le Dow Jones. Et donc, ce sont tous les indices à travers le monde qui sont en train d'enregistrer de mauvaises performances en ce mois de janvier. Normalement, d'un point de vue saisonnalité, on parle du January Effect, de l'effet du mois de janvier. C'est un mois qui est normalement positif pour les indices. Il n'en est rien en 2022, mais la réunion de la Réserve fédérale américaine de cette semaine pourrait tout changer, hein. C'est cette semaine, c'est le rendez-vous qui sera le plus attendu par les opérateurs, que ce soit pour les indices ou que ce soit même pour les crypto-monnaies. Peut-être même surtout pour les crypto-monnaies. Alors, il y a des chances de voir une reprise haussière, une reprise de la tendance haussière, si Jérôme Powell annonce que la Fed ne changera pas si fortement sa politique monétaire. On notera tout de même, hein, qu'il n'y a pas de changement d'un point de vue de l'inflation. Elle est toujours au plus haut depuis plusieurs dizaines d'années. Très exactement depuis 1982. Donc le sell-off à Wall Street a également eu un impact sur le sentiment général de marché. Le pétrole, l'or et les crypto-monnaies ont été sous pression vendredi. Pour la deuxième fois ce mois-ci, le Bitcoin est passé sous le support psychologique des 40 000 $. On en est loin à présent. Le Bitcoin est aux alentours des 33 800, 34 000 $. Et donc, hein, même les altcoins se sont joints au sell-off. Toutes les crypto-monnaies, les actifs numériques d'une manière générale se sont joints au sell-off des valeurs technologiques. Et en conséquence, la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies a chuté de plus de 3%. Il s'élève désormais à 1800 milliards de dollars, voire 1700 milliards de dollars. Et comme le rapporte Cointelegraph, l'expiration des options vendredi, impliquant un open interest de près de 600 millions de dollars, s'est avéré être le principal responsable de cette étincelle de volatilité. On en a parlé vendredi, hein, de ces journées des trois sorcières qui normalement engendrent une plus grosse volatilité sur les marchés avec des contrats à terme et des options qui arrivent à échéance. Alors, dans les autres nouvelles, selon un rapport du New York Times, l'administration Biden envisage d'envoyer des milliers de soldats américains en Europe de l'Est. Les États-Unis ordonnent également aux familles de leurs diplomates de quitter l'Ukraine. Et d'autres tensions, encore une fois, les autorités taïwanaises ont signalé que 39 avions militaires chinois ont pénétré dans leur espace aérien dimanche. Donc voilà pour les différentes nouvelles, le contexte général de marché. Alors vous l'aurez compris, le rendez-vous de la semaine, c'est la Réserve fédérale américaine. Les attentes d'un fort resserrement de la politique monétaire de la Fed ont quelque peu troublé les marchés au cours des semaines précédentes. Et donc on attendra avec impatience le FOMC, l'annonce de la décision de politique monétaire du FOMC mercredi à 20h. Faut savoir que on ne s'attend pas à une hausse des taux ou à une réduction du bilan imminente, hein. C'est prévu pour le mois de mars, mais on pourra avoir certaines orientations qui nous seront proposées et ça pourrait jouer sur le sentiment de marché global. À noter également les résultats d'entreprise. Souvenez-vous, la semaine dernière, c'était Netflix qui avait largement déçu. Et ça a contribué au sentiment de risk-off, au sentiment d'aversion au risque. Attention, normalement, les publications des résultats soutiennent le marché, mais là, ça n'a pas été le cas. Au contraire, hein, on a même vu un repli de Netflix de plus de 20%. Et cette semaine, c'est Microsoft que l'on attendra mardi. Microsoft qui est tout de même beaucoup plus solide, hein. Actuellement, les perspectives sont meilleures normalement. On aura également Intel et Tesla mercredi, Apple, Mastercard et Robinhood
jeudi. Donc grosse semaine, mais avant cela, aujourd'hui, les indices PMI flash pour le mois de janvier de la zone euro. On commence par les résultats allemands à 9h30 et en France, non, on commence par la France à 9h15 et ensuite en Allemagne à 9h30, il me semble. C'est bien cela, la France à 9h15, l'Allemagne à 9h30, la zone euro à 10h. Bon, alors, on attend des résultats légèrement plus faibles, hein, comme on peut le voir, dans les deux secteurs, que ce soit les services ou manufacturiers, bien que on va quand même rester en expansion, hein. Tant qu'on est au-dessus de 50, on est en expansion. Donc, on attend de légers replis, vous pouvez le voir, par rapport aux valeurs précédentes, mais toujours en territoire expansionniste. Donc voilà pour le contexte de marché, voilà pour les rendez-vous de cette semaine. Aujourd'hui PMI, quelques résultats d'entreprise et le FOMC mercredi. Vous voyez ici l'indice russe qui a repris la baisse après une tentative de rebond, un rebond de chat mort comme on dit, et donc la pression qui s'accentue sur l'indice russe avec le repli des cours du pétrole. Des cours du pétrole qui pourraient se redresser tout de même en ce début de semaine. Le CAC 40, en données journalières, on a cassé la Kijun. On est en train d'essayer de sauvegarder le seuil psychologique des 7000 points. Mais on est sorti du nuage par le bas et on a validé ce signal. Alors oui, un rebond est envisageable. On pourrait éventuellement, sous l'impulsion de bon PMI, aller chercher les 7050. Mais peut-être qu'on ne pourra pas aller au-delà des 7050. Donc prudence. Les indices sont toujours en danger. Je pense que la seule chose qui pourrait mettre un terme à ces baisses sur les indices, ce serait donc la réserve fédérale américaine mercredi. Le DAX également, donc traversé de nuages, on est en train de se cacher sous ce nuage journalier. Où en est la Guinspan, vous voyez, c'est très précis. Elle a refusé de sortir du nuage par le bas. Donc pour le moment, on ne valide pas le signal de vente. Et donc éventuellement ce serait un passage sous les 15 400 points qui validerait le signal de vente. Pas un passage, une clôture, car on se base sur les cours de clôture. Qu'en est-il en données H4? Alors on avait parlé justement de ces Kijun et SSB journalières qu'on a ajoutées sur notre graphique H4, hein. Et vous voyez, on a cassé la Kijun, on allait chercher la SSB. Ce qu'on avait dit, c'est que le prochain rempart, ce serait les 38,2%. C'est très précisément le niveau qu'on est allé chercher. Ce retracement à 38,2%, les 15 437 points. Donc là, on est pris en étau dans une sorte de range. Et donc, on pourrait assister à un range, effectivement, en attendant le FOMC. Et le range, le voici. Borne supérieure, la SSB journalière que j'ai ajoutée sur mon graphique H4. Donc, les 15 550 points environ. Borne inférieure, les 15 440 points environ. Si on casse la borne inférieure, on pourrait aller chercher les 15 350. Et si on casse les 15 350, hein, dans ce cas-là, notez d'ailleurs 15 350, hein, c'est la fermeture d'un gap ici, hein, que l'on avait à la fin du mois de décembre, le 20 décembre très exactement. Donc c'est un niveau que l'on pourrait aller chercher éventuellement et ça correspond à l'objectif théorique de notre figure en épaule, tête-épaule. Je vous le rappelle, on a reporté la hauteur de la figure pour avoir cet objectif. Donc voilà concernant le DAX, tout est encore possible. Les PMI pourraient rebooster le sentiment et donc dans ce cas-là, on se hisserait au-dessus de la SSB. Prochaine cible serait notre Kijun. Inversement, on pourrait casser la borne inférieure et donc le retracement à 38,2% pour aller chercher la fermeture du gap ici environ. Ça correspond à ce niveau-là du 20 décembre et si ça casse, donc là c'est 15 240 points. Donc c'est incertain. On passe au Nasdaq. Vous voyez, Nasdaq qui est entré en territoire de correction. En territoire de correction, c'est depuis moins 10% depuis les précédents sommets. Donc on est largement en correction. On entre en bear market à partir du moment où on est à moins 20%. Là, on est à moins 14%. On est allé chercher les moins 14% environ. Il faudrait moins 20 pour être en bear market. Vous l'aurez compris, on l'est largement, hein, sur les crypto-monnaies où le Bitcoin, par exemple, a perdu la moitié de sa valeur. Donc on est très proche, hein, de la projection de Soda, 14 330, donc on pourrait aller la chercher éventuellement en attendant mercredi. Et mercredi, la Réserve fédérale américaine pourrait rebooster le sentiment, changer quelque peu sa position, et là on pourrait repartir à la hausse. Mais attention, en cas de cassure de ce niveau, c'est vraiment le bord du gouffre technique, hein. Vous voyez, c'est un niveau de support très très important. S'il casse, dans ce cas-là, on va chercher les sommets qui datent d'avril 2021.
on irait chercher le seuil psychologique des 14 000 points sur le Nasdaq. On reste prudent. Il y a la Réserve fédérale américaine, de nombreux résultats d'entreprise. On a vu comme Netflix a pesé sur les indices à Wall Street. D'un point de vue H4, pas grand-chose. Ça ne nous donne pas énormément d'indications. On avait beaucoup plus d'indications en journalier. Vous voyez le S&P 500 en données journalières, hein, sortie de nuage, validation du signal. On essaie de repasser au-dessus du retracement de Fibo à 50% qui se base sur cette baisse-là. Si ça casse, direction 4330 points environ. Et ici, il faut aller casser les 4436. En H4, ça ne nous donne pas grand-chose. Le Dow Jones en données journalières, le Dow Jones qui arrive quelque peu à limiter les pertes, mais on est quand même on est très proche d'un gros support, le seuil psychologique des 34 000 points. Si on casse les 34 000 points, dans ce cas-là, hein, on passe aux alentours des 33 650, voire 33 500 points. Donc, pour conclure, des indices américains qui sont dans une situation assez alarmante, hein, les baisses pourraient s'approfondir et tout ce qui pourrait donc changer cela, ce serait éventuellement la Réserve fédérale américaine. Et voilà, on voit Netflix, souvenez-vous, voilà l'impact de ces résultats-là sur Netflix, une baisse de, il me semble, 20% ici, avec un gap colossal, un gap de 21% environ. On passe sur le compartiment des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, comme les valeurs technologiques, ont largement souffert. Donc ici, devant vous, un graphique du Bitcoin en données hebdomadaires. Mais ici, nous sommes en logarithmique. Vous voyez, l'échelle est différente. C'est une échelle logarithmique. Hein. Vous pouvez le faire également sur la plateforme. Il me semble que c'est personnalisé l'affichage du graphique et vous avez l'échelle logarithmique. Ici, c'est beaucoup mieux en long terme pour voir le Bitcoin. Ça permet d'avoir une meilleure échelle, une meilleure vision. Et ça nous permet de relativiser tout de même ce repli. Même si, effectivement, vous voyez, on a un double sommet. Et donc, on pourrait aller chercher les 15 000 $. On pourrait réellement aller chercher les 15 000 $ pour le Bitcoin en cas de cassure de la ligne de coût si on venait à casser les 30 000 $. Vous comprendrez donc l'importance de ce niveau à 30 000 $. Parce que si on casse les 30 000 $, c'est encore une nouvelle baisse de 50%. On passerait de 30 000 à 15 000 $. Donc au total, ça nous ferait une baisse de 75% environ. Donc c'est assez conséquent. Mais on relativise car effectivement, même si on va chercher les 15 000 $, ça correspond à quoi les 15 000 $? Grosso modo, les sommets de juin 2019, à peu près, les sommets de juin 2019. Donc on est bien loin de voir, beaucoup parlent de la fin du marché des crypto-monnaies. Non, pas du tout. Hein. C'est un repli tout à fait normal. Et on constate très souvent ce genre de repli sur le Bitcoin après un halving, après je ne sais plus combien de jours concernant le dernier halving, il faudrait que je retrouve les données pour vous en parler la prochaine fois. Mais vous voyez ici, l'échelle logarithmique est pas mal pour prendre du recul, hein, tout d'abord, et ensuite pour avoir une meilleure échelle concernant le Bitcoin. Ici, par exemple, sans échelle logarithmique en hebdomadaire, hein, vous voyez, c'est un peu, on peut pas en faire grand chose concrètement. C'est tassé ici à partir de 2020, les cours sont vraiment tassés, on ne voit pas grand chose. C'est encore pire en 2017, alors qu'ici on arrive vraiment à apprécier les mouvements du Bitcoin. Donc c'est très intéressant lorsqu'on va sur du long terme. En données journalières, donc l'épaule tête-épaule a cassé la ligne de coût depuis bien longtemps, on en a parlé, mais on pourrait donc ici aller chercher les 32 200. Je ne serais pas étonné de voir le Bitcoin aller chercher ce niveau avant la Réserve fédérale américaine parce que je pense que s'il y a rebond, ça sera à ce niveau-là. S'il y a rebond avant d'aller chercher les 30 000 $, ou peut-être même les 15 000 $, s'il y a rebond, ça sera ici. 32 200. Personne ne peut le dire, personne ne peut attester à quel niveau. En tout cas, on s'en rappelle, on a notre RSI, il faut qu'il casse le niveau des 50 pour envisager une hausse plus conséquente. Vous voyez, on est sorti par le bas ici de notre canal baissier. Est-ce qu'on va le réintégrer? Ici, on a un nuage qui fait pression, on a une grosse résistance, c'est notre Kijun à 38 700 $. Donc, prudence tout de même. Hein, je pense que pour le moment, pas de retournement majeur sur le Bitcoin. Et en plus de cela, il faudrait un catalyseur haussier. Ethereum. Vous voyez l'Ether en hebdomadaire, c'est très beau. On est allé chercher le bas de nuage très précisément. On est allé tester le haut de nuage et on est à l'heure actuelle à 2410 $ environ. Si on sort par le bas, prudence. Là, on approfondit considérablement la baisse. S'il y a une clôture hebdomadaire sous le nuage,
il devrait y avoir, on pourrait avoir une lagging span qui se désengage de ces obstacles. Et vous voyez, on pourrait perdre près de 40, plus de 40% sur Ether avant que la lagging span ne rencontre le nuage. Et donc, on pourrait aller chercher les 1400 $ pour l'Ether. Donc, le marché des crypto-monnaies est encore en grand danger. On attend tout de même le FOMC pour se faire un avis avec de réels arguments. Ici, on est sur un gros niveau. C'était la ligne de coup d'un précédent double creux pour l'Ether. C'est ce niveau qui fait office de support pour le moment. S'il cède, c'est le seuil psychologique des 2000 $ qui serait visé. En données H4, on ne voit pas grand-chose. Voilà grosso modo pour les crypto-monnaies. On passe sur le compartiment des matières premières avec un gold qui est en train de temporiser pour le moment depuis quelques séances aux alentours du retracement de Fibo à 38,2%. On ne fait pas grand-chose. C'est un petit peu comme le dollar, on va le voir. Vous voyez en données H4, depuis qu'on a cassé ce niveau des 1830 $, on a marqué un sommet de court terme. On est revenu en pullback sur ce support précédemment résistance, donc une inversion de polarité ici, car c'était une résistance 1830 $, c'est devenu un support. On prend appui dessus et on se dirige petit à petit vers les 1840 $. Le silver également en retrait, mais on pourrait aller chercher la ligne de coup, 25 $. Si on casse les 25 $, là effectivement je serai bullish sur les métaux précieux, que ce soit le gold ou le silver. Le pétrole à présent, on est sur des sommets, donc peut-être un redémarrage haussier du pétrole pour aller marquer de nouveaux sommets. De plus en plus d'institutions voient le pétrole, le Brent en tout cas, à 100 $ le baril. Est-ce qu'on va le faire? Vous connaissez mon avis sur le pétrole. J'attends que le marché me dessine quelque chose à ce niveau-là. Si on clôture encore une fois la séance d'aujourd'hui avec une grosse mèche supérieure, pardon. Alors dans ce cas-là, ce ne serait pas bon à mon avis parce qu'il y aurait une réelle zone de vente ici sous les 87 $. Donc on va quand même aussi être attentif à la formation des chandeliers japonais, à toute formation de mèche supérieure sur le pétrole WTI. D'un point de vue H4, pas grand chose à signaler. Le gaz naturel, on continue de se replier. On est sur un important support avec un nuage qui avait créé une certaine tension baissière sur le nat gaz. Ici, on garde un œil sur la situation entre la Russie et l'Ukraine, avec les États-Unis qui envisagent toujours une invasion russe de l'Ukraine. Donc voilà pour les matières premières. Très rapidement, on va passer sur le marché d'échange avec un billet vert qui ne fait plus grand chose depuis un moment, mais qui est en train de tester une résistance. Vous voyez, on ne fait plus grand chose en données journalières, mais en données H4, on voit qu'on a tout de même une grosse résistance ici, 95 750 environ. Si ça casse, effectivement, on pourrait envisager les 96.400. Ce qu'on va faire, on va ajouter quelques éléments Ishimoku, comme ce que l'on a fait pour le DAX. On va ajouter la Kijun et la SSB, journalière, bien entendu. Donc je me mets en D1. Donc vous voyez, je vais quand même retirer le nuage pour plus de clarté. En soi, je n'ai besoin que de ma Kijun parce que c'est la résistance. C'est un palier de Kijun, pardon, qui est résistance. Lorsque j'ai des paliers, je les étends pour avoir une visibilité. Donc c'est un palier de Kijun journalière qui fait office de résistance. Si ça casse, on pourrait repartir dans cette zone, ce qui entraînerait l'euro-dollar à la baisse, l'euro-dollar qui a intégré le nuage et qui se rapproche à nouveau de l'oblique baissière. Je vous rappelle qu'il y avait eu un signal technique ici avec la cassure de l'oblique baissière, mais Ishimoku en a décidé autrement et a refusé de laisser sortir les cours et on a réintégré. On a réintégré le précédent range concrètement. Donc attention, s'il y a signal d'achat sur le billet vert avec cassure de cette résistance, il y aura bien entendu signal de vente sur l'euro-dollar et ça se tient. Pourquoi? Parce que ce serait également une sortie de nuage par le bas sur l'euro-dollar et ça pourrait être validé assez rapidement par ma lagging span également ici qui se désengagerait d'obstacles. GBP-USD, après un très beau signal et une très belle hausse, on a marqué le pas. Alors on a un gros support à ce niveau-là, peut-être un point de rebond et très bientôt, grâce aux projections d'Osoda, on pourrait avoir un objectif concret pour le GBP USD. Alors je vous rappelle que si le billet vert se renforce considérablement, ce scénario pourrait ne plus être d'actualité, mais on pourrait avoir une cassure sur le billet vert de la résistance à 95 750 qui nous permettrait d'aller chercher les 96 200 et cela entraînerait le GBP-USD à la baisse pour aller chercher ce support des 1,35 et là on pourra avoir peut-être un rebond.
hein, 1,35, et donc du coup ça nous donnerait un objectif projection de soda aux alentours des 1,40, seuil psychologique, pratiquement, c'est beau, ça me semble assez précis, et je pense que c'est un scénario qui se tient. On va suivre de près ce scénario, on va voir si le GBP/USD va chercher le haut de son nuage avant de rebondir pour peut-être un beau rallye en direction des 1,40. Voilà pour ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite un très bon début de semaine, une semaine encore une fois chargée, je le répète, avec début de semaine les PMI, flash de la zone euro, en Europe d'une manière générale, et quelques résultats d'entreprise de grosses valeurs technologiques, pour ne citer que Microsoft et Tesla par exemple, et le FOMC mercredi à 20h. Merci à toutes et à tous, très bon lundi, on se donne rendez-vous dès demain pour le prochain rendez-vous. Au revoir.